Salut l'ami, j'espère que tu vas bien. Je sais pas si tu as vu, mais sur Twitter, il y a un gros buzz pour le moment qui peut nous donner de l'espoir ou pas, à voir. Mais on parle de faire Abdul Abduragimov à l'UFC Paris contre Joaquin Buckley. Et ce serait énorme, énorme. Qui ne voudrait pas ça? Alors je vais expliquer plein de trucs dans cette vidéo, il faut que tu t'accroches. Premièrement, le contexte. Donc, comme je le dis, l'idée, ce serait d'avoir Abdul Abduragimov contre Joaquin Buckley à l'UFC Paris. Pourquoi et comment? Alors, tout a commencé avec un tweet de Joaquin Buckley qui, pour le contexte, vient de descendre chez les welterweight. Il vient de faire une très belle performance en moins de 77 kg à l'UFC, une belle victoire. Et je crois qu'il a faim. Il a envie de surfer sur cette vague, il a envie de rester actif. Donc, il a fait un genre de call-out ouvert sur Twitter au travers d'une vidéo en disant voilà, n'importe quel welterweight qui est chaud de m'affronter, je le prends. Et pour mettre une carotte au bout du bâton, il a dit 25 000 $ si tu me mets KO. Et même 50 000 après en commentaire si tu me soumets. Donc là, il y a eu évidemment des tweetos qui ont fait des propositions, qui ont tagué des fighters. Mais par contre, ce qui s'est passé, et je pense que c'est grâce au compte MMA Propagande, Abdul, 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 dans tous les sens. Ça a fait un buzz de dingue. Donc forcément, c'est arrivé aux oreilles de Abdul, qui lui-même a posté une vidéo très respectueuse, très gentille, en disant « Joaquin, j'accepte ton challenge. Et en plus de ça, si toi tu me mets KO, je te donne 25 000 $. » Cette vidéo, j'ai regardé ce matin, elle a fait plus qu'1 million de vues sur Twitter. Donc évidemment, tout le Twitter francophone lié à la sphère MMA a partagé, a commenté, a tagué Joaquin, a attiré l'attention du combattant sur la vidéo. Mais en plus de ça, comme la vidéo a fait du buzz, les comptes internationaux s'y sont mis. Ils l'ont partagé pour eux-mêmes faire des vues, des likes, etc., etc. On sait comment fonctionne Internet aujourd'hui. Et Joaquin Buckley, évidemment, a vu ça, a répondu dans sa voiture en disant qu'il acceptait. Maintenant, le problème, et c'est là où j'ai peut-être passé pour un pessimiste, c'est que ce n'est pas les combattants qui choisissent, c'est l'UFC. Bref, après, ça reste une bonne nouvelle. On sait déjà qu'il y a un combattant qui est chaud. En tout cas, il le montre sur Twitter et j'ai pas de doute sur le fait que Buckley accepterait le combat si l'UFC venait à lui proposer. On va commencer par là. Qui est Joaquin Buckley? 16 victoires, 6 défaites en professionnel. Parmi les 16 victoires, 12 par KO. Il a un peu ce nez pour le finish. Il est assez spectaculaire. Plutôt un striker explosif, très explosif même. Si tu suis le MMA, que ce soit depuis 2020, depuis avant ou même plus récemment, tu vois qui c'est. Tu n'as peut-être pas retenu son nom, mais tu vois d'office qui c'est. Il a mis un KO qui a fait le tour du monde contre Impa. En gros, c'est le gars qui met un high kick. Son adversaire bloque le high kick, attrape la jambe, et alors que son adversaire a encore sa jambe, il saute, il fait un spinning wheel kick dans la tête, pleine poire, boum, le KO. Ça a fait le tour du monde. Tu l'as d'office vu, tu t'en souviens très certainement, et Joaquin Buckley, c'est lui. Pour rafraîchir ta mémoire avec quelque chose de plus récent, Joaquin Buckley, c'est celui qui a affronté Nassourdine Imavov lors du dernier UFC Paris. Voilà, c'est lui. Il est maintenant descendu de catégorie de poids. Et ça, j'aime bien. J'aime bien. Pourquoi? Je sais qu'on parle d'avoir Abdul Abduragimov qui descend chez les lightweights. J'aime bien l'idée. J'ai une confiance aveugle en Clément Marcoux. Je sais qu'il fera le bon choix. Je sais que si ça a été décidé, c'est que Abdul est considéré comme étant le plus performant à ce poids-là. Je mets une petite astérisque. Je dis trop de Astérix et Obélix quand j'étais gamin. Il a fait toute sa carrière. Il a fait tout son succès en welterweight. Son dernier combat est en middleweight, dans la catégorie au-dessus. Pour un combat à l'UFC Paris qui commence à dangereusement se rapprocher, il n'y a pas beaucoup de préparation. Je préfère le voir là où il est déjà à l'aise, là où il s'est déjà prouvé, parce qu'alors il n'y a pas de point d'interrogation. Personnellement, c'est pour ça que j'aime beaucoup l'idée de Joaquin Buckley contre Abdul Abduragimov, c'est notamment parce que ce serait en 77 kg. En plus de ça, d'un point de vue style, d'un point de vue stratégie, j'adore. Ça va dynamiser la carte. C'est le classique striker contre grappler. C'est une opposition de style des plus classiques. On a vraiment beaucoup de mal à voir Abdul s'imposer debout. C'est impossible de voir Joaquin s'imposer au sol. C'est du pur opposition de style. Il y a 95% de chances qu'on soit dans Buckley met la clim en mettant KO debout, soit Abdul lui roule dessus au sol, soit le premier à le soumettre, ou un TKO par terre.
Je vois pas le combat se diriger d'une autre manière. Et personnellement, je mets Abdul favori. Abdul, c'est typiquement le genre de combat où il fera du Abdul et où la résistance sera pas suffisamment grande que pour l'amener dans les eaux profondes. Je pense sincèrement que Abdul va rentrer dans ce combat. Et il va pas être bête et chercher à le faire hésiter, à donner l'impression à Buckley, tiens, il veut striker avec moi. Non, non, il va rentrer dedans, il va trouver son ouverture, il va mettre la pression, il va coller à la cage. Et je pense pas que Buckley va savoir tenir cette pression en lutte. Il va réussir à le mettre sur son dos et il va parvenir à avancer de position jusqu'à trouver sa soumission et son TKO. Et j'irai même jusqu'à dire dans le premier round. J'ai vraiment une grosse confiance en Abduragimov dans ce potentiel combat contre Joaquin Buckley. Donc j'aimerais vraiment bien. Ce serait top pour l'UFC Paris. Mais j'ai mes quelques réserves sur la faisabilité de ce combat. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais il y a une raison assez simple à ça. Il y a 3 façons de signer à l'UFC, on va dire. Il y en a peut-être plus, mais les 3 grandes manières de signer à l'UFC. Actuellement, là où tu as le plus de chances de signer à l'UFC, c'est un short notice. Il y a un UFC dans ta région dans 3 semaines, il y a 2 combats dans ta catégorie de poids, et ben toi tu te prépares comme si tu étais sur la carte. Un des 4 combattants saute, tu appelles ton manager, tu dis à l'UFC que je suis prêt, je suis fit, je vais faire le poids, tu montes mon palmarès, c'est un palmarès acceptable pour l'UFC et tu vas signer. Le deuxième billet, c'est les émissions, Dana White Tuesday Contender Series, il n'y a plus le Tuesday, Dana White Contender Series, The Ultimate Fighter, Road to UFC. Je crois que Looking for a Fight, ça n'existe plus, mais voilà, ça c'est le deuxième classique. Et le troisième classique, c'est historiquement ce qui fonctionnait le mieux, en tout cas à l'époque, c'est le billet de construire ta carrière, progresser de sorte à être indéniable pour l'UFC. Tu fais partie de l'élite qui n'est pas encore signée, l'UFC va te signer. C'est ce que Abdul a fait, ancien champion du Brave, 16 victoires, une défaite. Parmi les 16 victoires, 11 par soumission et quelques-unes par TKO, donc un finisher. Très chouette personnalité, très attachante, double champion à l'ARES, une victoire à l'ARES qui est absolument avec un contexte incroyable. Il monte de catégorie de poids, contraint dopé, en étant malade la Fight Week. Il va perdre à la décision, mais à 1 minute de la fin, et il sort une soumission sortie de l'espace. Il a tous les arguments pour être signé à l'UFC. Et c'est là où pour moi ça bloque. On parle d'un accord verbal. Il y aurait eu un accord verbal il y a déjà très longtemps. Et c'est ça le problème, c'est qu'il y a eu très longtemps. Si on l'avait entendu la semaine passée, j'aurais beaucoup d'espoir. Mais j'ai expliqué pourquoi. Des accords verbaux sur des signatures à l'UFC, j'ai personnellement jamais entendu. C'est peut-être arrivé, je ne connais pas le monde du MMA, je ne connais pas tous les détails, mais des accords verbaux, j'ai déjà entendu ça sur des combats. Je sais comment ça se produit, tu as le matchmaker qui appelle combattant A ou le manager du combattant A, ouais, est-ce que tu es chaud de prendre combattant B? Oui. Il appelle le combattant B ou son manager, t'es chaud de prendre combattant A? Oui. Accord verbal. Ok, je demande à notre équipe administrative de préparer les contrats, je vous les envoie. Et avant la signature de contrat, on appelle ça un accord verbal. Ici, pour une signature à l'UFC, je trouve ça assez bizarre. Ça voudrait dire que l'UFC aurait appelé Abdul ou un de ses managers. On est intéressé par Abdul. Et évidemment, on sait très bien, Abdul, il est intéressé que par l'UFC maintenant. Donc Abdul accepte. Tu dis, ok, on appelle notre équipe administrative, on fait le contrat, on le signe. Accord verbal. Pas encore de signature, on ne peut pas encore officialiser. On est dans cette situation. Mais ça fait très longtemps. Donc pour moi, il y a un élément, il y a quelque chose qui bloque dans la négociation. Et alors ici, c'est vraiment une hypothèse, c'est ma perception de la situation. On dit que... j'ai l'impression que c'est une clause contractuelle hors UFC qui bloque. Alors, je n'ai pas trop rentré dans le détail parce que je déteste, c'est de la spéculation, je n'ai pas envie de lancer des rumeurs. Mais le fait qu'il y ait cet accord verbal et que ce ne soit pas encore signé, ça me paraît un peu bizarre et ça me rend un peu pessimiste quant à la situation. Donc voilà, on a beaucoup d'éléments pour y croire parce que Abdul mérite d'être à l'UFC. On a maintenant un combattant qui est chaud de l'affronter. Mais encore une fois, comme je le dis, ce n'est pas les combattants qui font les combats, c'est l'UFC. Et d'ailleurs, je pense même que l'UFC n'aime pas trop quand les combattants organisent eux-mêmes les combats. Sauf quand c'est Ned Diaz contre Jorge Masvidal ou quand c'est pour des title shots ou quand c'est pour des champ. Mais hors top 15, voilà, les call-outs, ils trouvent ça mignon, mais ils vont rarement les respecter, sauf si c'était déjà leur idée de base. Donc voilà, Chael Sonnen qui fait un call-out sur Anderson Silva, évidemment, ce genre de truc. Alors, il y avait évidemment des beaux arguments.
la hype de Abdul, le fait qu'il soit supporté par la communauté, c'est du positif pour l'UFC. Dernier point, c'est l'image que ça reflèterait. Comme je le disais, pour l'instant, il y a 3 billets classiques pour avoir son billet à l'UFC. À l'exception d'Alex Volkanovski, qui a vraiment aussi fait une grosse propagande pour signer à l'UFC et qui finalement y a été signé, là, je me pose la question. Est-ce que l'UFC voulait déjà le signer et le fait qu'il ait créé un buzz autour de sa signature avant que ce soit fait, ce soit plus un concours de circonstances? Je ne crois pas que l'UFC l'a signé parce qu'ils ont vu qu'il y avait X likes sur ses demandes de rentrer à l'UFC. Je pense qu'il l'avait déjà dans le collimateur et ça s'est fait en parallèle. Ici, pareil, pour Abdul, je pense que s'il signe à l'UFC, c'est pas grâce à tout le buzz qu'on est en train de faire pour le moment, c'est parce que c'était déjà en cours et voilà, il s'est avéré qu'en plus de ça, on a créé un buzz, ce qui est positif pour la suite de sa carrière. Mais l'UFC ne va pas vouloir envoyer ce message au public. Le message que l'UFC ne va pas vouloir envoyer au public, c'est « Ah ben les gars, il est possible de signer chez nous si tu fais un buzz avec quelqu'un qui est déjà signé à l'UFC. » Parce que ça va donner envie à tous ceux qui ne sont pas à l'UFC de faire des call-outs et de chercher des mecs qui sont à l'UFC. Et ça va créer un bordel pas possible. Et l'UFC ne voudra pas refléter cette image selon moi. Donc voilà, je sais que je suis peut-être un peu pessimiste, mais je préfère descendre les attentes, histoire qu'on ne soit pas déçu et qu'en cas de signature, soit waouh, plutôt que là, pour l'instant, on est tous super high dans les émotions et qu'en cas de signature, on dit bah ouais, normal, on s'y attendait. J'ai envie qu'on ait tous ce truc de Abdul à l'UFC, on veut tous. Abdul à l'UFC Paris, on veut tous. Il faut que ça se fasse, mais j'ai mes quelques réserves, j'ai quelques doutes, il y a un truc qui me dérange dans cette situation, c'est pourquoi il n'est pas encore signé. Il a tous les arguments, il a tous les arguments. Donc il y a quelque chose qui doit bloquer, je pense que c'est contractuel, c'est que ma perception, je le répète, j'ai pas envie de me faire incendier parce que ce serait autre chose. En tout cas, moi je croise les doigts, faites-nous rêver les gars, il faut que ce combat se fasse. Et alors je vais quand même mettre cette petite phrase pour finir. Si il y a quelqu'un qui met ses propres intérêts avant le bonheur d'Abdul pour des raisons contractuelles, je trouve ça moche. Je peux comprendre. Je sais comment fonctionne le business, je peux comprendre. Et ça n'empêche que je peux aussi trouver ça moche, humainement moche. J'espère juste que si il y a un petit blocage parce qu'il y a une clause contractuelle qui te permet de demander quelque chose en cas de signature à l'UFC et que tu es trop greedy, avare, ce serait moche. Je pars dans ce détail-là. Parce que là, je peux parler plus de connaissances personnelles et d'expérience. Quand je signais des combattants au Cage Warriors, il y avait une clause. Il y a une clause dans le contrat Cage Warriors que tu peux négocier pour une sortie vers l'UFC. Et donc, ce que la clause dit, c'est en cas de potentielle signature ou en cas d'offre de l'UFC, tu es libre de partir gratuitement, sans restriction, sans obligation, à la condition que tu n'avais pas déjà un combat prévu avec nous au Cage Warriors. Donc en gros, quand tu es signé sur un contrat multi-deal au Cage Warriors et que tu as cette clause, si tu viens de gagner et que tu n'as pas encore signé ton prochain combat au Cage Warriors, tu es en droit de négocier avec l'UFC. Si les négociations arrivent à terme et que tu peux signer un contrat avec l'UFC, tu as le droit d'y partir. D'ailleurs, on avait une clause de contrat de championnat avec Brian et avec Donovan aussi. Là, carrément, ils te disent « Ok, maintenant que tu combats pour une ceinture au Cage Warriors, ta clause UFC, elle est toujours valide, mais ils te mettent une date. Tu dois signer avant telle date. Parce que si tu n'as pas signé avant telle date, nous, on annonce ta prochaine défense de titre et une fois qu'elle est annoncée, tu es avec nous, that's it. » Donc, ces clauses existent. Maintenant, je me dis, Abdul, il a peut-être signé un contrat avec une promotion. Forcément, je vais dire les noms. Soit avec l'Ares, soit avec le Brave. Et c'est plutôt sur le Brave que j'ai un doute. Dans lequel il n'y a pas de clause de sortie, à part une retraite. Il n'y a pas de clause de sortie. Il y aurait, par exemple, en partenariat avec l'ARES pour qu'ils puissent combattre avec l'ARES, et il y a un certain arrangement. Et donc ça, c'est une extension, une annexe. C'est pas annexe le bon mot, je ne tombe pas sur le mot, mais quelque chose que tu rajoutes au contrat, une nouvelle clause que tu as signée a posteriori. Mais étant donné qu'il n'y a pas cette clause de sortie pour l'UFC, par exemple, le Brave serait en mesure de dire, ok, si tu signes à l'UFC, nous on est d'accord pour 50 000 €. J'invente. C'est une possibilité. Je dis pas que c'est ça, c'est même peu probable, mais c'est pas impossible.
mais c'est pas impossible. Et voilà. Finalement, j'ai quand même spéculé sur ce que je pensais. Mais encore une fois, j'insiste vraiment, j'ai aucune source. J'ai aucune source sûre, il n'y a pas de crédibilité derrière ce que je dis. C'est ma perception de la situation. Il y a quelque chose qui bloque, et en réfléchissant, je pense que ça pourrait être ça. Bonne journée, c'était le FaceTime avec Chris.